Pour certains, Juan Domingo Perón reste l'incarnation du populisme. Pour d'autres, celui qui fut 3 fois président de l'Argentine est le père de tous les acquis sociaux. Aujourd'hui, l'image du personnage s'est adoucie à tel point qu'on n'hésite plus à l'exploiter commercialement. Ces derniers mois, à Buenos Aires et à La Plata, ont fleuri plusieurs restaurants à l'effigie de Perón. On a le cocktail du général qui est abondant comme l'était le général, qui peut presque se partager. Ah, alors autre personnage. Intéressant d'ailleurs. Un militaire, ne l'oublions pas, qui est d'abord secrétaire au travail d'un régime militaire en 1943, mais qui a l'astuce, sentant, il avait un flair politique assez extraordinaire, donc au contact d'un mouvement ouvrier argentin où il y a encore un syndicalisme autonome. Et il a compris à ce contact que la classe ouvrière était une nouvelle force politique. Elle l'était depuis les généralisations de suffrage universel par Irigoyen en 1920. La classe ouvrière entre dans le jeu électoral et Perón comprend que non seulement elle est entrée dans le jeu électoral, mais que ça peut devenir une force décisive face à une oligarchie qu'en tant que militaire, à la fois il doit apprécier et haïr. Non. D'autant qu'il s'est collé avec une petite, ravissante actrice de théâtre de province, dont la moralité était peut-être pas... Donc ça aussi, ça a dû être lui jeter à la gueule. Il a épousé une pute. Bon. La Eva. Bon. Et alors là aussi, flair politique. La manière dont il organise le culte de la personnalité d'Eva. Eva, la madone des prolétaires, des descamisados. Elle a su magnifiquement jouer. C'était une actrice. Oui, c'est... Comment dire, cette star hollywoodienne, catholique, avec son chignon, mais qui était effectivement, ben, c'est belle. Eva. Alors lui, ben, c'est toute l'ambiguïté du Perón, c'est qu'en fait, il fait évoluer le mouvement ouvrier vers le populisme. Là aussi, les pistoleros ont joué un rôle essentiel dans la prise de pouvoir des syndicats. On zigouillait les opposants dans le syndicat ouvrier. Et à la fin, ben oui, le syndicalisme devient péroniste, éviste, et du coup, il manipule la classe ouvrière comme une clientèle. On avait vu ça avec les fascistes en Italie. Hein. Bon, la classe ouvrière est clientélisable dans certains cas. Mais en même temps, face à une oligarchie qui est une des plus bornées de l'Amérique latine, l'Argentine est le seul pays où il n'y a jamais eu un projet de réforme agraire. Hein. Au Brésil, oui, ça a raté. Au Pérou, oui. L'Argentine, niet. Alors, il faut dire que le pouvoir de l'oligarchie agro-exportatrice, ça faisait 80% de la fortune argentine, ils n'allaient rien lâcher, ceux-là. Et donc, et puis en plus, l'Église catholique, qui à l'époque connaissait très peu de la théologie de la libération, était en général toujours du côté des puissants. Donc il s'est retrouvé devant une coalition catholique réactionnaire oligarchique, qui l'a démis en 50... Attends, c'est quoi 55, oui. Il fait un coup d'État et le fout à la porte, remplacé par des militaires, tout sauf progressistes et démocratiques. Et alors, ambiguïté de Perón, c'est que d'un côté, du coup, il incarne la nostalgie ouvriériste sociale, et Eva, quel bon goût de mourir comme une sainte, bon. Tous les épisodes du rapatriement du corps d'Eva, bon. La religion péroniste, c'est touchant et pathétique d'ailleurs, ces prolos argentins. Mais où va-t-il se réfugier? Chez Franco, qui n'est pas vraiment la pointe avancée du socialisme. Et en même temps, toujours très astucieux, en 72, 100 ans le vent tourné, il y a eu les Montoneros, tout ça, il y a une renaissance du mouvement syndical clandestin, très fort, avec des grèves très dures, où on fait intervenir les tanks contre les prolos, avec son flair politique, et dit le péronisme, son axe, c'est la classe ouvrière. Alors du coup, les prolos, ça y est, il est en train de devenir... Bon. Et retour en 73. Sauf qu'en 73, il débarque à Ezeiza, et là, les péronistes de gauche se font tirer la mitrailleuse lourde par les péronistes de droite. 400 morts.
le massacre ce qui fait qu'il se rembarque sans même débarquer à Buenos Aires. Alors l'année suivante, c'est un de ces, comment il s'appelait déjà, Condroma, merde, j'ai oublié son nom, qui est élu, qui lui repasse la main et il meurt peu après, et il laisse le pouvoir à sa deuxième veuve, jolie, mais moins charismatique, Isabelita. Avec cette fameuse photo, on voit Isabelita au balcon, entourée de militaires qui ils vont l'acheter par la fenêtre. Tu sens que la nana, elle est jolie, mais elle n'a aucun pouvoir, justement. Et en deux, ben oui, fin du péronisme peut-être, 76, le coup d'État, la dictature. Alors, où en est le péronisme aujourd'hui? Si j'en crois mes copines argentines, qui viendraient plutôt de la tradition radicale irigoyenne, très anti-péroniste, mais de manière féminine et passionnelle. En plus, Eva Perón, une pute. Une vengeance féminine aussi. Et en même temps, le péronisme, paradoxalement, dépassé est toujours là. Parce que Nestor Kirchner se fait élire avec une rhétorique péroniste. Et Cristina joue encore plus de ça, au-delà de son charme incontestable. Je la vois dans les meetings. C'est pas Eva Perón, mais c'est un mélange de Perón et d'Eva Perón. Elle est intelligente. Hein. C'est une bonne juriste. Et alors, quant à Nestor, drôle de type, intelligent. En s'appuyant, en artillant à fond sur le droit de l'homisme, il a réussi quand même à remettre ses militaires dans les casernes. Il a décroché, un jour il était reçu par l'état-major, il a décroché le portrait de Videla, en disant ça n'a plus sa place ici, aucun général a osé protester. Bon. Donc, c'est pas n'importe qui le Nestor Kirchner. Et du coup, alors, elle, aujourd'hui, elle insiste moins sur Perón que sur Nestor. Et alors, dans des termes quasi mystiques. Dans un meeting, il y avait la foule. Il est là, il entre, il est avec nous, alors qu'il était mort, tu vois. C'est étonnant. C'est pas que de la féminité, de l'amour, c'est un drôle de truc, ouais. Alors en même temps, le péronisme aujourd'hui, c'est quoi, bon? Aujourd'hui, on parle du christinisme. On a parlé du kirchnerisme, christinisme. Et ben oui, alors la crise terrible, c'est aussi ce qu'ont été les Montoneros qui sortaient du péronisme et qui ont été à la fois, alors la théorie des deux démons a essayé de diffuser l'oligarchie argentine, le démon de droite contre le démon de gauche. Bon. Et c'est vrai que certaines des actions des Montoneros ont été quand même limite. Alors, il est vrai que ceux qu'ils avaient en face, le massacre de Trelew, c'est dégueulasse. Ils ont massacré à bout portant, sans jugement, dans une cour de prison, plus d'une centaine de militants Montoneros, à la mitrailleuse, là, comme ça, sans jugement, rien. Et puis, bon, alors c'est vrai aussi que les militaires, au moment où ils prennent le pouvoir, en gros, ils ont déjà éliminé les guérillas. Et évidemment, ils jouent le péril communiste, le péril... Alors par contre, ce qui est plus réjouissant, c'est leur cécité historique et politique avec l'affaire des Malouines. Ils ont cru qu'ils allaient hériter spontanément de l'adhésion du peuple argentin, ce qui n'est pas faux, parce que même mes copines trotskistes étaient pour Galtieri. Les Malouines sont argentines, l'Alsace-Lorraine, bon, défaitisme révolutionnaire ne connaît pas. Et ravis qu'en même temps, ils se cassent la gueule. Mais on ne peut pas dire que c'est grâce à eux. L'Argentine, c'est un pays passionnant, complexe. Et les derniers contacts intéressants que j'ai eus en Argentine, c'était avec des vieux communistes argentins qui essayaient, classe moyenne, qui essayaient d'avoir une présence sur Corrientes en animant un centre culturel intelligent. Il a joué sur le culturel, classe moyenne, il visait classe moyenne. Ce qui veut dire que le prolétariat argentin, qui effectivement, de même qu'en France et ailleurs, il est en crise. On y licencie, on ferme, non. Par contre, oui, les gauchos de base de la Pampa, là-dedans, ils pèsent pas lourd. Hein. Par hasard, si on n'a jamais parlé de réforme agraire en Argentine.